Bonjour à tous. Déjà, si je suis présente donc, en tant que directrice, c'est parce qu'effectivement, le département, pour l'instant, n'a pas de fouilles au Proche-Orient. Donc, en fait, je voulais vous expliquer aussi le contexte en fait, du musée, puisque le musée du Louvre, donc, dès sa création en 1793, dans l'esprit du siècle des Lumières, a voulu donner à voir au public les collections occidentales, bien sûr, mais surtout présenter les découvertes d'une civilisation. Le département des Antiquités orientales se distingue dès le départ donc des autres départements d'Antique, car il fait découvrir pratiquement instantanément les fouilles de Paul-Émile Botta à Khorsabad, puisqu'en fait les fouilles ont été faites en 1842-43, mais présentées dès 1847 au musée du Louvre. De même, les fouilles de Sarzec à Tello sont présentées dès 1881 au musée du Louvre, et c'est ainsi que la création du département est assumée. Donc, il expose aux visiteurs et aux chercheurs, dès ses origines, les collections archéologiques découvertes par des missions françaises au Proche-Orient et confiées au musée du Louvre. En fait, dans le cadre de conventions entre les pays d'origine et la France, les trouvailles de fouilles, bien souvent financées par le Louvre et aussi l'Académie des inscriptions et belles-lettres, mais aussi la Réunion des musées nationaux, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ont été accueillis en fait au cœur de Paris. La richesse de cette collection permet, dans un moment où il est extrêmement complexe de mener des chantiers de fouilles archéologiques sur place, en partenariat avec les directions des Antiquités du Proche-Orient. En fait, cette richesse permet de continuer des études de différents types et de collaborer à plusieurs projets de recherche. C'est ainsi qu'avec les directeurs de mission anciens ou actuels, et les institutions de recherche françaises, le CNRS, le Collège de France, les universités et l'IFPO ou étrangères, nous menons des actions diverses sur une collection constituée de chefs-d'œuvre, bien sûr, mais surtout de tous les objets trouvés sur des sites archéologiques bien identifiés. Je citerai Ougarit, Marie, Suse. Des matériaux divers et des restes de végétaux, de chantiers de déchets d'atelier, tout ce qui permet aux chercheurs de proposer des restitutions de grands pans de l'histoire orientale. Ces collections regroupant des objets archéologiques et des archives papier et des archives photographiques des anciennes missions permettent au musée, en collaboration souvent avec des chercheurs extérieurs, d'élaborer des programmes de recherche sur les archives également. Il ne faut pas oublier que si le département ne peut plus à l'heure actuelle donc fouiller sur place, la dernière fouille du département était menée par Sophie Cluzan en Syrie, à Toulouse-el-Phare. Nombre de ses membres, plusieurs personnes du département, sont invitées à partager donc la recherche avec des missions archéologiques dirigées par différentes institutions françaises. Je remercie ici Valérie Matoyan, directrice de la fouille de Garit, et Dominique Charpin pour la participation, la possibilité pour les gens du département de participer à ces fouilles. C'est extrêmement important que nous soyons effectivement tous ensemble. Donc là, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau, puisqu'en fait, un de nos conservateurs, Julien Cuny, qui est spécialisé dans l'époque achéménide, a été sollicité, il était au mois d'octobre en Iran, pour essayer de voir avec les co-directeurs, le professeur Kaglieri et le monsieur Ascari, d'essayer de voir, par rapport à leur découverte à Tol Iajori, dans la périphérie de Persépolis, comment on pouvait travailler sur les briques émaillées. C'est un travail qui est mené par le département et le C2RMF depuis très longtemps sur cette problématique de la glaçure. Donc ça nous permet effectivement de donner à nos collègues iraniens et italiens notre expérience dans ce domaine et également la présentation aussi des panneaux architecturaux émaillés. Là, c'est extrêmement important puisqu'en fait, comme vous voyez à gauche, il y a la porte d'Ishtar, mais vraisemblablement, Ajori est de la même période que la porte d'Ishtar qui est conservée au Pergamon.
Autres matériaux, puisqu'en fait nous travaillons beaucoup avec les matériaux, avec nos collègues des différents directeurs des différentes missions, mais aussi avec le CDRMF. Nous avons eu un gros travail sur les ivoires, et vous voyez que le travail du CDRMF nous permet de rentrer dans le cœur de la matière. Ça nous permet également de garder des contacts avec les musées, en tous les cas vers les années 2010, avec les musées sur place, le musée d'Alep, le musée de Damas, mais aussi les musées occidentaux. Et donc cette publication va paraître au printemps 2018. Une des choses, je crois que presque tous mes collègues vous ont montré des céramiques, c'est évidemment le cœur de notre recherche. Et c'est vrai que la collection du département des Antiquités orientales, sur tous les chantiers donc, qui ont été menés depuis la fin du XIXe siècle, on a pu recueillir une grande quantité de céramiques qui sont vraiment localisées sur des sites précis. Là, François Bridet, conservateur au département, fait une recherche actuellement sur la céramique de Suse 1. Un des matériaux extrêmement importants pour les archives, et là c'est des archives anciennes, ce sont nos textes. Il y a plus de 20 000 textes cunéiformes en terre crue. Alors pourquoi le musée est important par rapport à la fouille sur place? Vous voyez en haut à gauche les tablettes telles qu'elles ont été trouvées à Ebla en Syrie. Donc en fait ce sont des gros tas de terre, si je puis dire, qui sont retrouvés ainsi. Mais évidemment, c'est extrêmement complexe d'arriver à les sortir de la terre archéologique. Donc, je dirais que nous sommes force de proposition dans ce domaine, parce que depuis des années, nous travaillons avec le CDRMF et des restauratrices pour essayer de voir comment préserver ces objets, donc en terre crue, de les montrer, puisqu'en fait nous avons énormément de chercheurs épigraphistes qui travaillent dans ce domaine, et nous travaillons aussi beaucoup avec nos collègues du Collège de France, Dominique Charpin, sur par exemple la mise en ligne de ces textes cunéiformes, qui permet aussi une découverte des collections en ligne et non pas forcément directement ici. Donc ça c'est un gros travail que nous sommes très souvent sollicités par nos collègues sur place pour essayer d'avoir des conseils dans la restauration des objets. Là, je vous montre ce mélange entre archives papier, archives photo et les objets qui sont en quelque sorte des archives aussi. Donc là, c'est une de nos conservatrices, Ariane Thomas, qui est en train de travailler avec le CDRMF, parce que certes, comme vous voyez la photo en haut à gauche, nous avons trouvé dans le sud de l'Irak tous ces bronzes, mais c'était absolument impossible au tout début de la découverte d'essayer de rentrer dans la matière. Et là, comme vous le voyez en haut à droite, vous avez beaucoup de possibilités actuellement de découvrir les tissus qui en fait entouraient tous ces objets en bronze. Nous travaillons aussi, puisqu'en fait le département des arts de l'islam et le département des antiquités orientales, nous avons eu cette opportunité formidable de pouvoir signer une convention de partenariat avec l'Iran en 2016. Et nous avons un autre site très important dont nous conservons beaucoup d'objets au département, c'est le site de Tepesialk qui est en Iran. Et là, nous projetons avec nos collègues iraniens d'avoir non seulement des colloques, mais des publications ensemble. Et là, je vous ai montré encore une fois la différence entre nos collections d'objets, donc vous voyez sur la droite, et le petit carnet de Girschman qui représente toute cette céramique qui a été trouvée à Tepesialk, qui est sur le côté en bas à droite. Donc nous avons un énorme travail au département actuellement sur la numérisation des archives, parce qu'effectivement l'idée de nous tous, je crois, chercheurs et membres du département, c'est d'essayer d'avoir ce partage sur les archives photographiques et archives papier de fouilles, puisque les premières missions étaient faites avec le département qui a été très moteur dans les années 20-30. Et donc, en fait, ça nous permet à nous d'avoir cette comparaison en fait, entre les objets et les archives photographiques qui nous permettent de localiser les objets dans la fouille faite jadis. Alors, en fait, cette possibilité, elle a été faite
grâce au ministère de la Culture, puisqu'en fait, vous n'êtes pas sans ignorer toutes les destructions que le Proche-Orient et le patrimoine du Proche-Orient a pu subir ces derniers temps. Donc, vous vous souvenez que le président de la République était venu ici pour lancer ce programme justement de sauvegarde du patrimoine, et le ministère de la Culture nous a donné la possibilité aux chercheurs du CNRS et à nous d'essayer de numériser l'ensemble de ces archives et d'essayer via un site internet qui s'appelle Grand Site Archéologique, qui était dédié au départ au Grand Site Archéologique français et qui maintenant est dédié aussi au site archéologique du Proche-Orient. Et nous sommes avec nos collègues du CNRS en train d'essayer de mettre à portée de Dieu, pour des gens qui ne pourraient pas venir au Louvre, cette documentation extrêmement importante. Un de nos travaux aussi extrêmement importants, c'est d'essayer d'être quelque part un lieu de rencontre entre les chercheurs et le public, et évidemment par l'intermédiaire d'expositions, comme l'a souligné tout à l'heure Florence. Nous avons eu l'opportunité à la fin de 2016 de faire une exposition qui s'appelait Site éternel, justement sur la problématique de la sauvegarde du patrimoine. Et il me semble extrêmement important d'avoir cette vitrine quelque part sur le patrimoine qui est en danger. Une des choses que nous pouvons faire aussi, un peu comme à Bawit, c'est d'essayer d'expliquer comment étaient ces sites archéologiques. Nous le faisons beaucoup maintenant par l'intermédiaire de visites virtuelles, et celle-ci est la visite virtuelle du palais de Khorsabad de Sargon, donc dont nous n'avons qu'une toute petite partie dans les départements. Et là, vous vous souvenez qu'on l'a déjà présenté dans l'exposition L'Histoire commence en Mésopotamie, mais là, l'idée était effectivement de travailler tous ensemble pour essayer d'avoir une restitution virtuelle qui permette au public de mieux comprendre. Une des choses extrêmement importantes pour nous tous au musée du Louvre, c'est d'essayer de montrer toutes ces collections. Et donc, nous sommes en train, tous les départements, de collaborer donc, à cette base de données que l'on appelle Muséum Plus pour l'instant, et qui permettra dans 2 ans, j'espère, avoir une possibilité de se connecter directement sur les collections du musée. Donc ça, c'est notre vocation par rapport à la médiation, je dirais. Mais aussi, vous voyez, tous ces stagiaires qui sont juste à côté du palais de Khorsabad, ce sont des stagiaires qui viennent d'Irak. Nous avons un grand rôle aussi au musée d'essayer de recevoir nos collègues libyens, irakiens, égyptiens, pour essayer de s'entraider sur la problématique de la sauvegarde du patrimoine, aussi bien dans la restauration que dans la protection des sites. Une chose que j'ai lancée l'an dernier, c'est d'essayer par l'intermédiaire de travaux avec les étudiants en archéologie orientale, d'essayer d'avoir un contact encore avec l'objet, puisque, comme je vous le disais, nous sommes un peu empêchés d'aller sur place. Donc là, c'est un dépôt que nous avons fait à la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, en travaillant avec l'Université de Strasbourg, puisqu'il y a un gros enseignement d'archéologie orientale à Strasbourg, mais il n'y a pas d'objet. Donc ça fait partie de notre devoir, je dirais, d'essayer d'avoir ce travail. Nous sommes en quelque sorte une vitrine de la recherche, et nous faisons volontiers avec nos collègues des différentes institutions françaises.